enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Oui, vous avez bien entendu. 20% des enfants sont victimes de violences sexuelles en Europe. Et pourtant, on n'en parle pas. Ces petites victimes sont invisibles. Et pourtant, si on change de regard, on peut voir. Je suis Véronique, sage-femme, sexologue et mère de 3 enfants. Je suis Hélène, avocate et mère de 2 enfants. En nous formant sur ce sujet, nous avons porté un nouveau regard sur les personnes victimes de violences sexuelles. En tant que parents, nous avons été décontenancés par le sujet. En tant que professionnels, nous avons été bouleversés et nous avons changé nos pratiques. En tant que citoyennes, nous avons décidé de devenir actrices de l'éveil des consciences. Et si nous prenons la parole ce soir, c'est que nous avons l'espoir de vous faire porter un nouveau regard sur les personnes victimes de violences sexuelles afin de rendre visibles les violences sexuelles sur mineurs. Dans cette classe de 25 enfants de CP, 5 enfants sont victimes. Nous avons choisi de vous parler de Jeanne. Jeanne a 6 ans, elle apprend à lire et à écrire. C'est une petite fille joyeuse, enfin en apparence. Ses parents divorcent, ils sont préoccupés par leurs problèmes. Jeanne est gardée par ses grands-parents tous les mercredis et très souvent le week-end. Son grand-père la viole tous les mercredis et très souvent le week-end. Mamie prépare le repas, elle est dans la cuisine. Et c'est à ce moment précis que Papy emmène Jeanne dans le salon. Il s'assied avec elle sur le canapé, glisse sa main sur sa cuisse, la remonte sous sa jupe, dans sa culotte, et introduit son doigt dans le vagin de cette petite fille de 6 ans. Jeanne ne dit rien. Elle ne peut rien dire. Elle ne peut ni crier ni fuir. Elle est sidérée. La sidération est un mécanisme psychique mis en place par le cerveau pour faire face à un risque vital d'arrêt cardiaque. Le non-sens de la violence, son caractère impensable, empêche toute représentation mentale. La vie psychique s'arrête. Il n'y a plus d'accès à la pensée, à la parole. C'est le vide. Il n'y a plus qu'un état de stress extrême. Quand Jeanne revient dans la cuisine, Mamie lui donne toujours un carré de chocolat. C'est bizarre, un carré de chocolat avant de manger. Jeanne parle à sa tante Pauline de ce que lui fait son grand-père. Pauline lui dit qu'il ne faut rien dire, Papy est tellement gentil, et puis ça va détruire la famille. Et qui gardera Jeanne le mercredi? Alors, Jeanne ne parle pas, mais Jeanne oublie. Jeanne oublie, mais son corps parle. C'est à ce moment précis que les cauchemars ont commencé, que les notes ont chuté à l'école, que les grosses colères sont apparues, que les crises de boulimie sont devenues quotidiennes, au point de prendre 5 kilos en 3 mois. Et pourtant, Jeanne ne se souvient plus de rien. 59% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont des périodes d'amnésie. Il s'agit d'un mécanisme dissociatif de sauvegarde que le cerveau déclenche pour se protéger de la terreur, du stress extrême engendré par les violences. Il entraîne des troubles de la mémoire à long terme. Et si la tante de Jeanne l'avait aidée à libérer sa parole? Et si son institutrice s'était questionnée sur la chute brutale de ses résultats scolaires? Et si son pédiatre s'était interrogé sur une telle prise de poids? Et s'ils avaient changé de regard pour pouvoir voir? Ses parents divorcent. Ça doit être ça, l'explication. Aujourd'hui, Jeanne a 7 ans. C'est samedi. Elle est ravie d'aller au poney club. Elle brosse son poney préféré dans son box quand elle constate une plaie sur son arrière-train. Elle appelle son moniteur pour lui montrer. Le moniteur la rassure. Cette plaie, ce n'est rien de grave. Le moniteur s'approche très près de Jeanne, touche sa poitrine, ses fesses et frotte son sexe contre le sien. Jeanne ne peut pas bouger. Elle a peur. Elle veut que ça s'arrête. Elle se laisse faire. Quand il quitte le box, le moniteur lui dit « T'as aimé ça, hein? C'est pour ça que tu m'as appelé, mais c'est notre petit secret. » Sur le chemin de la maison, Jeanne s'en veut. Est-ce qu'elle n'est pas un peu responsable de ce qui vient de se passer?
Son corps la dégoûte. Elle n'arrive plus à sortir de la douche. Maman s'en inquiète. Que se passe-t-il, Jeanne? Et Jeanne finit par dire le moniteur, les caresses, la peur, le dégoût. Maman conduit immédiatement Jeanne au commissariat. Après une longue attente, elle est entendue par un policier. Il lui pose beaucoup de questions. Il y a même des mots qu'elle ne comprend pas. Est-ce que oui ou non, vous étiez seule dans les écuries? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a été violent? Est-ce qu'il t'a menacé? Non. Est-ce qu'il était en érection? En érection? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis idiote de ne pas connaître ce mot? Jeanne sera entendue par un expert psychologue, puis réentendue par un policier qui lui reposera les mêmes questions. Est-ce qu'elle donne de mauvaises réponses? Le policier trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les différentes versions de Jeanne. Jeanne est en colère, elle n'a fait que dire la vérité. Moins de 6% des enfants mentent lorsqu'ils dénoncent des faits de violence sexuelle. Moins de 6%. En revanche, le discours de l'enfant peut être très facilement pollué. Si sa parole est mal recueillie, cela peut conduire à de fausses allégations involontaires. À l'inverse, les études montrent que même des enfants de 3 ans qui font un récit libre donnent des informations habituellement exactes. 15 mois se sont écoulés quand un courrier arrive dans la boîte aux lettres. Avis de classement sans suite. Le moniteur a nié les faits. Il n'y a pas de preuves matérielles, pas d'ADN, et la parole de Jeanne est devenue inaudible. La plupart des violences sexuelles se déroulent sans témoin dans un huis clos. Les preuves matérielles disparaissent rapidement. Le viol est souvent un crime parfait. Environ 10% des viols feront l'objet d'un dépôt de plainte. Seul 1% des viols donneront lieu à une condamnation. Et si le policier avait été formé à l'audition de l'enfant? Si la police et la justice étaient capables de porter un autre regard sur la parole de l'enfant pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir et pour pouvoir rendre visible l'agression subie par Jeanne? Aujourd'hui, Jeanne a 16 ans. Elle est amoureuse de Paul. Ils sortent ensemble depuis 3 mois. Ce soir, Jeanne fête son anniversaire. Au cours de la soirée, Paul emmène Jeanne dans l'une des chambres de la maison. Il l'embrasse, il commence à la caresser, elle dit non. Mais soudainement, l'attitude de Paul change. Il devient brutal, baisse la culotte de Jeanne et la pénètre violemment. Jeanne est tétanisée. Elle ne ressent rien, ni douleur, ni plaisir. Jeanne parle à sa copine Lucie de ce qui vient de se passer. Pourquoi t'as pas crié? Pourquoi tu t'es pas enfuie? On était juste en bas. Jeanne ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas enfuie, pourquoi elle n'a pas crié. Elle a honte, elle culpabilise. De cet épisode de violence, Jeanne ne reparlera jamais. Elle voudrait que cette agression soit invisible. Elle veut juste être une adolescente comme les autres. Mais son corps parle à nouveau. Elle entre dans une phase dépressive qui durera 1 an. Une femme qui a été victime de violences sexuelles et physiques dans l'enfance a 19 fois plus de chances d'être victime de violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Et si la copine Lucie avait compris Jeanne? Et si le médecin traitant s'était interrogé sur la dépression de Jeanne? Et s'ils avaient porté un autre regard pour pouvoir voir? Aujourd'hui, Jeanne a 35 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle a divorcé 2 fois, a été licenciée 3 fois et vient de déposer plainte pour violence conjugale contre son nouveau compagnon. Elle a des soucis de santé, maladies auto-immunes, obésité, hypertension, kyste aux ovaires, troubles dépressifs, troubles du sommeil. Elle ne s'aime pas, elle manque de confiance en elle. Elle voudrait bien souvent disparaître, devenir invisible. Et pourtant, si la tante de Jeanne, son institutrice, son pédiatre, le policier, le médecin traitant, la copine avaient porté un autre regard pour pouvoir voir, alors Jeanne aurait probablement osé parler. Elle aurait compris ce qui se passait pour elle. On aurait pu lui proposer des soins, probablement une vie meilleure. Nous avons choisi de vous parler de Jeanne. Mais dans cette classe de CP de 25 enfants, nous aurions pu vous parler de Rémi, qui a été victime de son beau-père, qui l'obligeait à regarder de la pornographie et le forçait à le masturber. Rémi n'a trouvé de soulagement qu'en se suicidant, il n'avait que 17 ans. Son agression est restée totalement invisible.
Nous aurions pu vous parler d'Amélie qui a été victime de son père médecin. Sous couvert d'examen médical, il l'a violée tous les jours. À 49 ans, Amélie a voulu déposer plainte, mais les faits sont prescrits. Son agression est restée invisible pour la justice. Nous aurions également pu vous parler de Gabriel, qui a été victime d'un prêtre pédophile de 6 à 12 ans. Ni le prêtre auquel il s'est confié, ni ses parents ne l'ont cru. Son agression est restée totalement invisible pour sa famille et pour l'Église. Nous aurions pu vous parler de Claire, qui a été agressée sexuellement par un camarade de classe. Fort heureusement pour Claire, ses parents l'ont cru. Elle a bénéficié d'une prise en charge adaptée. Après une période difficile, elle a pu reprendre le cours de sa vie. Aujourd'hui, elle va bien. Pour pouvoir aider une personne victime, il faut la rendre visible. Il faut concevoir l'ampleur du phénomène, savoir qu'il existe dans tous les milieux, comprendre qu'il est majeur chez les enfants, entendre que les mécanismes de sauvegarde psychique peuvent être surprenants, contre-intuitifs, prendre garde que lorsqu'une victime ne peut pas parler, son corps parle, il hurle même parfois. Et vous, désormais, comment pourriez-vous rendre visibles les violences subies par Jeanne, Amélie, Rémi, Gabriel, Claire et tant d'autres ?